ma présentation aujourd'hui sera de la synthèse vocale. On a parlé déjà un petit peu de la synthèse vocale, c'est porte-parole et tout ça. C'est un sujet que je trouve très intéressant et que j'ai fait déjà quelques recherches, des choses et que je voulais un petit peu raconter tout ce que j'ai appris après quelques temps. Alors, la synthèse vocale n'est pas neuve. Même en 1804, Wolfgang von Kempelen, c'était le maître horloger de Marie-Thérèse d'Autriche, faisait des automates. Et c'est le même qui a fait le turc qui pouvait jouer à l'échec, mais que ce n'était pas un vrai automate, il avait un âne caché sur un meuble et qu'il jouait. Mais bon, et sa machine qui parlait, pouvait vraiment parler, c'était une espèce d'orge avec des flûtes, toutes les choses qui pouvaient simuler la voix. Donc, c'est une chose qui a déjà quelques histoires. La synthèse vocale peut-être la plus connue, c'est la voix de HAL 9000 dans le film Space Odyssey. J'aime bien ce film, mais la voix, bon, c'est presque parfait, c'est un être humain. Et après, avec Siri et OK Google, on a presque arrivé à voir cette synthèse vocale en vrai avec un ordinateur. Et on pouvait, avant, je pense que Siri n'a plus envie, mais avant on pouvait aussi le demander Help, open the pod hatch. Et elle répondrait je ne peux pas le faire, Dave. Désolé. Voilà. Sorry, Dave, I can't do that. Oui, voilà. On peut le chercher à YouTube. Un autre synthétiseur très célèbre, c'était Joshua in Wargames. C'était si bien fait que j'étais vraiment persuadé que c'était un synthétiseur vrai. Mais non, c'était un acteur qui a enregistré sa voix et avec quelques filtres et des modifications pour le faire monotone, a fait comme une voix d'ordinateur. Alors, parlons un petit peu du vrai synthétiseur voix. Il y a 3 méthodes pour synthétiser la voix. La plus directe, la plus facile, c'est la conversion des numériques analogues. C'est aussi la méthode qu'on utilise en courant, par exemple dans la gare, chaque fois qu'il y a une annonce, c'est une chose qui s'était enregistrée de manière numérique et avec un convertisseur, on peut l'entendre. Mais avant, je vais dire les détails après, mais avant de ça, on utilisait une méthode très pareille que celle que Wolfgang von Kempelen avait utilisée pour son synthétiseur, c'était de synthétiser les formants. Les formants sont ces petites pièces de la voix qui composent les sons pour faire un mot. Donc, les phonèmes, non, c'est plus petit que les phonèmes. Voilà, c'est plus petit que les phonèmes. Les formants, je pense, parce qu'en anglais, il y a aussi les phonèmes, les allophones et les formants. Et les formants, c'est vraiment l'atome de la voix. Donc, ce sont des petites pièces qu'il faut joindre pour avoir un phonème. Voilà. Et une technique un petit peu plus avancée, c'est le Linear Predictive Coding. Donc, je vais parler de ces 3 technologies. Le convertisseur digital au numérique analogue était déjà réalisé avec l'Apple II. Par exemple, avec cette Software Automated Mouse, c'était un synthétiseur après du texte qui était capable de dire n'importe quelle parole en anglais et si on était doué en autre langue, mais avec certaines limitations. La limitation peut-être la plus importante, c'était que ça occupait le processeur complètement. On ne pouvait rien faire pendant qu'on faisait la synthèse. Mais avec l'Apple, on a de la chance parce que la version Atari était obligée même d'arrêter l'écran, arrêter le vidéo pour avoir la voix. Sinon, le processeur n'arrivait pas à tout synthétiser. Parce que c'était basé en texte, on avait un vocabulaire infini, mais pour le français ou pour l'allemand, on avait un problème qu'en anglais, il n'existe pas le E. Donc, comment faire? Il y a
une autre variante des convertisseurs numériques analogues qui s'appelle DAC 522, 5 parce qu'elle utilise un signal PWM de 5 bits, et 22 parce qu'elle utilise une fréquence de carrière de modulation de 22 kHz. C'est super qualité pour un Apple II et s'utilise aussi l'ensemble intégré, mais il utilise aussi beaucoup de mémoire parce qu'il doit sauvegarder chaque niveau d'amplitude de la voix pendant qu'on dit quelque chose. Ça veut dire qu'on est limité à 1,8 secondes d'enregistrement, mais la qualité c'est bien. Mais on a aussi un vocabulaire qui c'est fixe parce que c'est pas à partir du texte qu'on fait les devoirs. Voilà. La deuxième technologie, la basée en formant, utilise des filtres analogiques et des oscillateurs pour simuler la voix humaine. Mais il combine aussi des circuits numériques pour la communication avec l'ordinateur, mais aussi pour faire les transitions entre les formants. Il y a une entreprise qui s'appelle Federal Screwworks qui fait des vis. Mais il avait un inventeur génial, Richard Gagnon, qui a travaillé dans son grenier pour faire un synthétiseur vocal parce qu'il était intéressé de ça. Mais parce qu'il travaillait pour Federal Screwworks, il a fait tous ses brevets au nom de cette compagnie. Mais il n'avait rien à voir avec Davis, donc on a fait une petite compagnie à côté qui s'appelait Votrax pour commercialiser ces synthétiseurs. Donc c'était des synthétiseurs analogiques au cœur. La première version, le Votrax ML1, est fait complètement discret. Ça veut dire qu'il y a des amplifieurs, des transistors, tout est réalisé en discret. Il n'y a pas des chips custom ou quelque chose comme ça. C'est très rare, ce synthétiseur-là, mais c'était le début du Votrax. Bon, un petit schéma de comment se fait un synthétiseur basé en format. Il y a un oscillateur pour faire les fréquences sans modulation, les tons purs comme quand on chante. Et la fréquence était programmable. Il avait un circuit qui permettait de simuler aussi quelques effets dans cette modulation pour avoir aussi l'effet du nez quand on parle. Mais très important aussi, il avait un générateur de bruit pour faire les fricatifs. Par exemple, les f et tous ces sons qui n'ont pas une fréquence directe. Et tout ça est passé dans une série de circuits, de filtres analogiques. C'était comme des petites boîtes de résonance qu'on pouvait paramétriser pour moduler la voix et avoir tous les sons. Alors, après le succès de cette ML1, Votrax a engagé SSI Silicon Systems pour fabriquer le même circuit mais intégré. Mais c'était un circuit fait avec une technologie que maintenant il n'existe presque plus parce que c'était combiné, c'était un hybride numérique analogique. Maintenant, c'est pas la peine de faire si bien des choses intégrées analogiques parce qu'avec les hauts niveaux d'intégration d'aujourd'hui, on peut tout faire en numérique sans besoin de ce circuit analogique. Et c'est pour ça que c'est un circuit un petit peu difficile à reproduire, à moduler. Mais bon, avec le circuit numérique, je pense qu'on arriverait aussi. Une chose intéressante, c'était que Votrax a commercialisé une boîte basée dans cette chip SC01. Ça s'appelait le Type and Talk, que c'était directement utilisé par les aventures Infocom. On pouvait faire les versions talkie des aventures Infocom avec cette boîte. Il avait une deuxième version, la version SC02, mieux connue comme la SSI 263, qui améliorait quelque chose, quelques paramètres de filtre formant pour avoir des transitions un petit peu améliorées. Mais c'est bien connu dans le monde d'Apple parce que c'est le synthétiseur vocal qu'on utilise avec le Mockingboard.
il y a quelques jeux qui l'utilisent aussi, mais pour le Mockingboard, bon, on peut voir ma présentation de l'année dernière, je pense. Il n'y a pas beaucoup de jeux, et les jeux qui utilisent la synthèse vocale sont encore moins. Est-ce qu'il y a quelques questions avec ça? Non? Bon. Et la Linear Predictive Coding, c'est une chose brillante qui permet de comprimer les sons, la voix, spécialement la voix, avec un modèle de la voix humaine. Avec une configuration de filtre numérique qui s'appelle Lattice Filter. C'était comme une espèce d'escalier ou quelque chose comme ça, que c'est facilement réalisable en un circuit intégré, mais qui part de quelques principes pareil comme les synthétiseurs basés en formant. Voici un diagramme. On a encore une source pour les bruits, pour les fricatifs, et une pour les voix, pour les sons, les fréquences. Et voici la configuration aussi en cette filtre lattice qui permet avec 10 éléments identiques faire un filtre d'ordre 10 pour moduler C, mais les filtres sont déjà développés ou adaptés pour simuler la voix humaine. Tous les processus de filtrage qui passent avec la bouche, la langue, le nez et tout ça. Le nez. Mais c'est tout fait en numérique, et à la fin, on utilise un convertisseur numérique analogique pour avoir la voix. C'est ça la grande différence dans ce principe et le principe avant. Donc, avec cette technologie-là, il y avait aussi, dans les années 80, quelques représentants des circuits intégrés qui utilisaient ce principe. Le SP0256 était un système basé en LPC qui avait aussi un microprocesseur intégré, mais aussi une ROM avec toutes les allophones déjà de la langue anglaise. Et ça veut dire qu'avec quelques circuits simples, on pouvait déjà synthétiser la voix, mais seulement en anglais, parce que c'était déjà tout intégré dans les chips. Le MEA 8000 n'a pas cette ROM et pas de processeur, mais ça veut dire qu'il faut que l'ordinateur lui donne toute cette information pour synthétiser la voix, mais c'est plus flexible. Et c'est ça qu'on utilisait pour les 4 porte-paroles, les logiciels et aussi la version Matra, parce qu'avec ça, on pouvait aussi faire de la synthèse en français. Et le troisième chip, c'est le chip que je m'identifiais en plus, parce que le TMS 5220, c'est une évolution de le premier chip de Texas Instruments pour faire la synthèse vocale basée en LPC, le 5100, qui s'était utilisé pour faire le Speak and Spell. C'est un ordinateur qu'en France était connu comme la dictée magique. Voilà. Et c'était mon premier ordinateur quand j'avais 5 ans. Et c'était super. Il n'existe pas une version en espagnol, seulement en anglais, en italien, en français. Et la version allemande a un nom très allemand, Buddy, comme copain. Voilà. Donc, cette chip-là, c'est l'évolution, c'est basé dans ce principe de filtre de ordre 10. Et il y a quelques logiques pour brancher les ROM et avoir la synthèse sans ordinateur, mais on peut aussi les donner les informations en branchant avec les ports data. Et c'était ça qu'on a utilisé en l'Apple II pour les synthétiseurs Echo 2 et quelques autres variations de ces synthétiseurs. Par exemple, moi je suis un grand fan des les 2C et la série 2C, et ils ont fait une boîte un petit peu comme les Votrax. Et ça, c'est à Franck, vous pouvez le passer pour voir qu'est-ce que c'est. Ça, c'est la version qui est sortie plus tard
et a le même couleur et le même branchement que le Apple IIc ou le 2GS. Mais j'ai aussi une autre boîte, qui peut-être que vous vous souvenez de cette boîte ici, le Cricket, qui a le même principe pour la synthèse vocale. C'est le même chip. Mais il ajoute aussi un synthétiseur musical et tout ça. Alors, LPC. Qu'est-ce que c'est le grand secret de cette LPC? On numérise les voix et on utilise des calculs de autocorrélation un petit peu complets pour calculer les coefficients de réflexion des filtres, mais aussi l'énergie nécessaire pour produire quelques sons, et aussi la fréquence. Et tout ça c'est fait en analyse numérique, qui avant c'était fait offline, ça veut dire on enregistrait quelque chose et on fait l'analyse pour dériver ce coefficient LPC. Mais la fréquence qu'il faut utiliser pour transférer cette coefficient, c'est vraiment plus bas qu'avec la synthèse basée en conversion digitale analogique, et plus ou moins que 100 à 200 cadres par seconde, avec la combinaison de tous ces coefficients. Ça s'était fait par Texas Instruments au début, mais après ils ont fait un laboratoire portable. C'était un coffre peut-être si grand que ça, non, un petit peu plus petit, qu'on pouvait louer à les agences qui avaient besoin de digitaliser, numériser les voix et utiliser les chips de Texas Instruments pour faire ses propres ROM avec cette information. LPC, c'est une technologie qui n'est pas oubliée. On l'utilise encore pour la transmission de voix, par exemple avec le standard de GSM, avec le portable. L'émulateur MAME est capable d'émuler ce chip-là, pour émuler aussi la synthèse vocale de quelques jeux d'arcade, mais aussi pour émuler un Apple II avec la carte Echo 2. Ça veut dire que tu peux essayer un petit peu de jouer avec cet synthétiseur avec votre ordinateur. Le codage LPC pour cette chip de Texas Instruments, c'était possible seulement avec cet laboratoire portable ou avec une application Windows 16 bits, qui c'est un petit peu dur à l'utiliser maintenant parce qu'on a besoin de quelques couches d'émulation ou de virtualisation pour le faire marcher. Aussi parce qu'il utilise la carte son et tout ça. Mais maintenant, et il y a quelques mois que ça s'était annoncé, un génie, mais j'ai oublié son nom, a fait un logiciel appelé Blue Wizard. C'est pour Mac seulement, mais il y a aussi une version Python qu'on peut utiliser avec d'autres systèmes pour cette codage LPC. Donc on peut prendre quelques fichiers du son, WAV files ou quelque chose comme ça, et coder cette voix, avoir les coefficients et utiliser ces coefficients pour utiliser avec une carte Echo ou pour autre chose, autre application avec ce chip. Il y a aussi une bibliothèque Arduino qui simule le chip TMS 5230 et qui utilise aussi cette coefficient directement de Blue Wizard pour synthétiser la voix. Je vais faire après une petite démonstration. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec toute cette information? Il y a une question. Oui, ce que j'ai pas compris, alors tu l'as peut-être expliqué, mais du coup j'ai raté l'information. Cette puce-là en question, on lui fournit quoi? On lui fournit du texte, elle lit le texte et elle le génère, ou il faut le préparer à l'avance? La question c'est important, parce que je parlais tout le temps de synthèse, mais c'est vraiment plutôt une méthode d'enregistrer l'information. C'est vrai. C'est vrai, c'est un point très important. Et le secret, c'est que Street Electronics, les inverteurs de la carte Echo 2 et les Cricket et tout ça, ont conçu un système pour simuler les allophones à base des coefficients LPC.
Ça veut dire que sans avoir besoin d'enregistrer quelque chose, on peut aussi utiliser cette filtre pour synthétiser n'importe quelle parole à partir du texte en anglais. C'est important parce que je n'avais pas dit ça. Ça veut dire qu'avec le logiciel correct, on peut synthétiser n'importe quoi à partir du texte, que c'est vraiment le vrai avantage de cette technologie-là, parce qu'on n'utilise pas beaucoup de données pour le faire. Ça veut dire que le port série de l'Apple IIc suffit pour le faire, et que le processeur n'utilise beaucoup de ressources pour synthétiser le voix, et qu'on a un vocabulaire infini. Mais c'est à partir d'un système qui s'appelle TextTalker. Mais je vais faire aussi une démonstration de ça après. Alors, avec toute cette information, on peut faire des choses sympas comme par exemple cette Talkie. Et avec cette wizard, on peut créer des contenus originaux, des nouveaux jeux qui utilisent la technologie de synthèse. On pourrait, par exemple, utiliser cette bibliothèque aussi pour émuler la boîte que Benoît a là. Et avec ça, ça sera possible de transmettre les paramètres, les coefficients du PC par le port série et faire une émulation de cette boîte pour que tous puissent avoir un synthétiseur, même si on a raté l'opportunité d'acheter un Echo 2 à l'époque. Et parce que la bibliothèque est si bien codée, c'est facile à comprendre comme les chips étaient originalement conçus. Et ça sera possible aussi de faire une version pour autres microcontrôleurs, comme par exemple le propeller. Il y a quelqu'un ici qui a promis de faire un émulateur Cricket avec un propeller, et c'est l'opportunité de faire la synthèse vocale avec ça. Je ne vais pas dire les noms. Voilà. Il y a beaucoup de liens dans ma présentation pour voir tout ce que j'ai raconté. Il y a des collectionnistes qui ont trouvé toutes ces pièces de matériel, et aussi pour télécharger les softs nécessaires pour faire toute cette expérience que j'ai faite. Autre chose importante, c'était que c'est une technologie bien utilisée par les gens aveugles. Donc c'est pour ça que même en 1990, Street Electronics produisait des synthétiseurs encore pour l'Apple II, parce que l'Apple II était un ordinateur plus accessible que d'autres ordinateurs à l'époque grâce à cette technologie. Donc le dernier Lynx, c'est un système qui permettait de combiner des matériels qui supportaient le Braille avec les synthétiseurs Echo. Et c'est un joli système aussi pour faire des expériences avec la carte Echo et avec l'émulateur MES si on veut. Alors, si vous avez encore la patience, vous êtes... Antoine a une question? Oui, y a-t-il ce genre d'éléments sur Apple II GS de Speech Synthesis? Oui, mais basé en soft, bien sûr, avec le chip, l'Ensonic chip. C'est bien possible de remplacer une bonne partie de ce matériel avec les capacités de JS. Et il y a aussi des synthétiseurs text-to-speech, ça s'appelle ça, qui n'ont pas besoin de matériel additionnel. Mais la limitation avec ça, c'est qu'il faut le brancher avec des autres softs si on veut faire que cet autre soft parle. Et l'avantage de cette solution ici, même avec un 2GS, c'est que c'est possible de le laisser à côté et qu'il fait ses synthèses pendant que le 2GS fait le jeu ou quelque chose. Alors, donc c'est le moment de faire quelques démos. J'ai préparé quelque chose. Oui. Ah bah oui. On va commencer. Alors, là on utilise le matériel original, c'est rien d'émulation.
Alors, vous connaissez sûrement Castle Wolfenstein et Santa. C'est Voilà. Muse Software. C'est de Muse Software, The Voice. bien reconnu. Il se... Oh. Comment? Pardon. The Voice. Ah. Como... Pardon. My Hello. My Hello. Ouais. Sinon, on peut faire la version... C'est Jérôme Lemon. Which file? Alors, le problème que j'ai, c'est que j'ai fait tout ça avec mon 2C+, mais le 2C+, n'a pas le roche pour brancher l'amplificateur. Donc, j'ai pris le Apple IIc d'Olivier, mais ça ne roule pas disque DOS 3.3 avec... est-ce que c'est... Non. Il avait My Hello, il avait Intel Basic aussi. Est-ce qu'il faut faire... Ah oui. Oui. Je peux essayer ça. Sinon... Ah, The Voice. Super. Donc, The Voice, c'était fait par Muse Software. Ils ont utilisé la même technologie pour faire Castle Wolfenstein, qui dit ces choses mais comme kaputt en allemand. Ça a utilisé le même principe de la conversion numérique analogique, mais avec la réduction du vocabulaire. Donc, on pouvait charger quelques petits morceaux de petites paroles et faire des phrases avec ça. Mais c'était bien limité. On va voir s'il parle. Il lit. Allez. La sieste. Ouais. Il a besoin de charger en mémoire vive tous les petits morceaux qu'il va utiliser pour dire ce qu'il veut. Voilà. Il y a aussi une version de Santa, mais ça fait peur. Alors, très bien, merci, monsieur. Alors, on remarque là les pauses qu'il y a entre les mots, c'est à cause de cet enregistrement qu'il y a. Alors, le démon numéro 2, c'est par exemple... C'était le premier soft sur moi. Non, ça sortait sur le clé par là. Et tu pouvais enregistrer avec le portable. C'est Sam. Tu enregistrais. Dans 48K, tu mettais pas grand-chose. Sam utilisait la conversion texte-voix et utilisait aussi le haut-parleur intégré d'Apple II. Ouais. Une autre chose qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a aussi une partie du fréquence très haut à cause de la modulation qu'on utilise pour faire ça avec le haut-parleur. Avec les matériels dédiés, on a une pureté un petit peu mieux des signaux.
Sam était aussi disponible avec une carte DAC, mais il n'améliorait vraiment si bien la synthèse et on avait quand même encore le problème le processeur qui était complètement bloqué pour la synthèse. Alors, on va faire maintenant la deuxième partie qui s'est basée avec le Cricket. C'est ça, ces technologies que j'ai dit qu'il existait pour la synthèse. Oui, il ne parle pas, je pense. Non, ça marche maintenant pas. T'as pas mis de son sur la console aussi. Oui, mais je pense que c'est un autre problème. C'est l'appel de C à ce moment-là. Non, c'est pas la faute de la PDC. J'essaie une deuxième fois, si ça marche pas, on va faire le test avec un autre soft. Mais bon, c'était TextTalker, s'installer dans la carte de langage. Guten Tag. T'as la console à Alors, 0 juste là. comme ça, avec le micro dessus. T'as la console à 0 là. Voilà. Non, mais là, j'ai un problème. Ça va être, ça va être. Décolle bien, c'était ravi. Prends le micro, colle-le sur le parleur. Je vais faire un deuxième essai. Je vais voir si j'arrive. Si ça marche pas avec l'amplificateur, je le ferai avec le micro, c'est pas grave. Mais maintenant, je le demande. Est-ce que ça fait quelque chose? D'accord. Allez. Voilà. Est-ce que vous reconnaissez cette phrase? This is the correct date. Yes. Ouais. C'était bien, mais j'ai fait avec le synthétiseur TextTalker à deux modalités. On peut utiliser le texte en anglais directement pour le faire parler, mais on peut aussi utiliser des phonèmes pour essayer de faire des mots soit de notre langue, soit qui nous prononce bien avec cet algorithme intégré. Et j'ai trouvé dans le manuel du Topo. Topo, c'était un petit robot des années 80 qui était fourni avec un synthétiseur vocal et qui utilisait à la base une espèce d'écho 2. Donc les phonèmes qu'on trouve dans le manuel sont les mêmes qu'on peut utiliser ici. Et il avait un démo où il disait quelque chose en 8 langues. Bonjour, je m'appelle Topo. You can talk, my name is Topo. Hola, mi nombre es Topo. Help me,
chiamo Popo. Alors, à partir d'ici, je ne comprends pas. Vous pouvez me dire si j'ai bien copié. Nido was Topo. Hachimemashite Popo yes. Maruhatman Anatis Popo. Peut-être. Alors, c'est bien. Et je vais même l'utiliser pour faire une espèce d'interprète pour parler en espagnol. Donc en français ou en allemand, on a le problème avec le, mais en espagnol, on a tous les phonèmes qu'il faut. Même les difficiles comme les R. Plus ou moins. Donc, on exploite là, on utilise là des petites pauses pour faire quelque chose qui n'existait pas dans les logiciels, mais voilà. Donc c'est ça que j'avais fait. Il y a une autre chose que je voulais vous montrer. Ah oui, c'était ici. C'était un logiciel écrit par Michael Mayon qui utilisait les DAC 522 pour faire la synthèse à partir des wave files enregistrés avec l'ordinateur. Ah. Bon, le format c'est un petit peu difficile à maîtriser, mais avec quelques essais, je suis arrivé à faire aussi des wave files qui fonctionnent avec ça. Appel de festival France. Ah ouais. Excusez-moi. Voilà, je pense que... Ah bon, je peux aussi vous montrer mon Arduino. Ah oui. Est-ce qu'il dit aussi quelque chose? C'est pas le bon festival. Non, mais c'est pour faire du matériel. Bien vendu. Quand même, emporter un Arduino à un festival comme ça, c'est pas mal. On va voir si ça marche. Ça marche pas. Hein? Oui, c'est Mario Bonaldi. Shall we play a game? Voilà. Dossier m'essaye. Bienvenue à l'appel de festival France 2018. Ah. Ah. Alors tout ça c'était codé avec cette Blue Wizard, mais c'est pas ma voix, c'est même pas Caroline. J'ai utilisé le synthétiseur intégré du Mac pour faire des wave files en format correct, éviter la conversion et tout ça. Et avec le Blue Wizard, j'ai fait le calcul des coefficients pour alimenter cet émulateur de synthèse Texasism. Voilà, donc avec ça, c'est la fin de ma présentation. J'espère que c'était un petit peu intéressant quand même. Merci. Nous avons des questions. Shall we Oui. play a game? À l'époque où tout ça était disponible, est-ce qu'il y a eu des applications réellement pratiques, des exploitations, des emplois réellement pratiques de tout ça? Pour les aveugles, Oui, surtout. Malvoyants. Malvoyants, pardon. Non, vraiment. Ok, on comprend bien qu'évidemment, une des cibles prioritaires c'était les malvoyants. Est-ce que, au-delà du souhait de leur fournir quelque chose, est-ce qu'il y a eu une réalisation ou est-ce que, je sais pas, soit par le prix c'était trop cher, soit la qualité c'était trop mauvaise Je ne sais pas, c'est peut-être que je ne suis pas le bon pour dire ça, parce que j'aimais les machines qui parlaient.
Après mon Speak and Spell, tout ce que produisait la voix, c'était pour moi magique. Et j'étais si triste avec mon premier ordinateur PC parce que c'était pas fourni avec une carte son qu'il ne parlait pas. Il était muet. C'était triste. Et la première fois que j'ai vu un PC avec un Sound Blaster, c'était la magie pour moi parce que finalement j'aurais un ordinateur qui pouvait parler avec moi. Donc moi j'aurais acheté toutes ces boîtes ici si je l'avais vu à l'époque, mais je ne sais pas, je pense que c'était un marché petit. Est-ce que de ton point de vue, objectivement, la qualité est suffisante? Écouter les choses et comprendre les choses au-delà de 5 secondes quoi. Oui, mais il faut s'habituer à ça, oui, c'est ça. C'est ça parce qu'il y a une prononciation particulière. Voilà, c'est comme le défaut de prononciation d'un locuteur humain auquel on s'habitue progressivement. Là, voilà, ouais, c'est ça. Dans ces années-là, il y avait une boîte, belge qui s'appelait Leonard Panowski, qui a fait énormément de recherches sur la synthèse vocale en voulant chercher des applications B2B dans les distributeurs automatiques de billets, dans plein de choses. Oui. Et en fait, chaque année, on disait ça y est, c'est l'année de la synthèse vocale. Et ça n'a jamais Et vu. il se passait rien. Oui. Et pendant 10 ans, on a rêvé que c'était le moment de la synthèse vocale, mais il se passait rien. Oui, c'était un Maintenant, petit avec peu. l'écho et compagnie. Oui, c'était un petit peu la mode. Parce que, oui, parce que c'était un défi technique et quand on a réussi finalement à avoir la voix synthétisée, on pensait ah ouais c'est super, mais c'était vraiment une chose qu'on n'avait pas besoin parce qu'avec une lumière c'était plus facile de dire quelque chose qu'avec la voix. Oui. J'ai récemment récupéré un Excel Vision, un Excel Tel. Oui, ça utilise le même chip Texas Instruments, oui. Et cette semaine, j'ai testé la synthèse vocale dessus. Oui. Et effectivement, alors, ce qu'ils ont sur l'Excel Vision, ils n'ont pas de dictionnaire intégré. Oui. Donc il fallait carrément balancer les paramètres LPC. Oui. Mais voilà. Sur l'Excel Tel, par contre, il y a un dictionnaire avec les nombres, les lettres et puis plein de mots utilisés dans les jeux. Joueur, oui. Démarrer, à moi. Est-ce qu'on a déjà des copies de cette ROM? Je peux te la faire. Il faut le faire. Et surtout, ce que je voulais faire, c'est sortir tous les préenregistrés pour en avoir une version. Oui. Et puis, justement, j'ai commencé à regarder pour la préservation. comment on faisait pour faire un collège LPC. Super. Et je suis tombé sur Python Wizard cette semaine. Ah, voilà. Donc, je vais tester de prendre un fichier Wave. Oui. D'encoder le truc et de le faire jouer par l'Excel Oui, pour oui, voir oui. ce qu'il sort. Voilà. Oui, ça c'est pareil qu'avec l'Echo où on peut utiliser cette Blue Wizard ou Python Wizard pour avoir les coefficients, mais je sais que je pense que c'est plus intéressant c'est d'avoir cette ROM avec les mots en français parce que ce sont des choses qu'on n'a plus. Je sais pas si je peux. Je connais pas l'Excel Vision, donc je vais alors, regarder si je peux récupérer. Oui. Et en fait, ça s'utilise directement, tu as des instructions dans Basic, oui. Call, speech, et là tu passes une chaîne de caractères avec en hexadécimal les séquences oui. à utiliser. Voilà. Très bien. Agnès avait une question aussi? Ouais, tout à l'heure tu as dit mon premier ordinateur, j'avais 5 ans. Oui, mon ordinateur, c'était pas un vrai ordinateur, c'était, oui, mais c'était c'est la dictée magique. Oui, c'était pas programmable, c'était une chose, mais il avait un microprocesseur, il avait des cartouches avec des modules de voix et tout ça, et un clavier, écran, mais on ne pouvait pas le programmer, c'était seulement pour apprendre à parler. Pardon? Oui, mais après ça jamais la nuit. C'est la dictée magique qui t'a donné le goût de ça. Voilà, je pense que c'était ça. Que pour moi, c'était presque naturel d'avoir une machine qui parlait avec moi. Et après ça, j'étais triste que je ne trouvais pas. Je pense que le fait que ça n'ait pas pris plus que ça la synthèse vocale, c'est que tu as un mode de communication qui est unidirectionnel parce qu'à l'époque, on ne savait pas faire du speech to text. Donc si tu veux faire un système, aujourd'hui, tu
tu as des chatbots Oui. qui sont capables de reconnaître ta voix, Oui. qui sont capables de te répondre. Oui. Donc là, tu as un truc bidirectionnel qu'on peut tout à fait envisager. Mais un truc où tu dois taper quelque chose et ça te parle, ça fait bizarre, quoi. Ça, c'est vrai. Mais ça explique pas pourquoi Siri n'est pas si populaire. On l'utilise peut-être dans la voiture parce que tu n'as pas les mains pour taper quelques touches, mais il y a des autres problèmes. Par exemple, que si je suis ici et je veux dire à ma machine quelque chose, quelqu'un peut dire quelque chose et changer ma instruction. Moi, j'utilisais peu le Google Assistant Oui. parce que ça énervait ma copine. Voilà. Mais arrête de parler. Tu peux pas taper. Il y a un problème social. Non, mais elle disait, quand je disais. Parler plus à ton Google Assistant. Oui. Et je pense que ça, c'est aussi un facteur important. Oui, moi aussi j'utilise Oui. le Google. Quand tu conduis. Pas mal. Que personnellement j'utilise pas mal et qui vraiment peut intéresser tout le monde, mais à laquelle on ne pense pas, c'est d'en faire un relecteur pour justement d'éviter ces erreurs. Autrement dit, je tape un texte, ça je vais le relire visuellement. Ah oui, tu verras pas tes erreurs. Mais aussi je vais me le faire lire par la synthèse vocale. Comme ça me permet d'identifier des erreurs que je n'aurais pas vues. C'est vrai, c'est pratique aussi. Oui, c'est pratique. Aussi, avec ce text talker, on peut faire le listing basique et les écouter pendant qu'on a revu le listing en texte et s'aide à trouver des erreurs aussi. C'est une chose, oui, c'est une application pratique, c'est vrai. C'est vrai. Tu as sorti un lecteur de texte. Pardon, pourriez-vous parler plus fort, on n'entend pas au fond. C'est fait exprès. Il fallait pas vous mettre du radiateur, les cancres. Il y a Antoine Alors, historiquement, sur l'Apple II, le premier à avoir fait de la reconnaissance de voix, donc bidirectionnelle, si on peut dire, c'est quand même assez limité, c'est Bob Bishop chez Softape avec ses Apple Listener et Apple Talker. Il y avait un des jeux, il fallait découvrir un nombre, je crois, plutôt un chiffre, et il fallait dire au travers de son micro à son Apple II, là sur l'input, 1, 2 jusqu'à 9, et il reconnaissait la forme et l'onde, et il pouvait dire si c'était le bon chiffre ou pas. C'est vrai, c'est aussi. Avec la branchement pour le magnétoscope, on pouvait enregistrer et écouter aussi avec des outils de Bob Bishop et c'était fourni en cassette. Donc c'était vraiment au début de l'Apple II qu'il existait déjà des efforts. Moi, avant d'avoir un Apple II, j'ai eu un TRS-80 et il y avait un jeu sur le TRS-80 qui s'appelait Robot War. Alors ça devait mettre 45 minutes à charger sur la cassette. Mais une fois que tu avais chargé, quand tu démarrais, il disait Robot War et après le jeu démarrait. Mais c'était étonnant sur un terrestre qui n'avait pas de sortie audio. La seule sortie audio, c'était la sortie magnétophone. Oui. Il y avait ce truc-là et c'était mythique, quoi. Et quel était l'éditeur de Robot War? Muse, qui a fait The Voice qu'on a vu tout à l'heure. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est utiliser la même technologie, c'est vrai. De trucs sur. Moi, je trouve que c'est super sympa d'avoir un Là, par exemple, ça, c'est la lecture automatique pendant qu'on me lit un article. Je n'ai plus un article de presse, je n'ai plus à le lire. Et tu peux le lire à vitesse 1.2, 1.5, 1.8. Le cerveau comprend quand même, à 1.5 tu comprends. Donc tu gagnes du temps parce que tu lis l'article, tu peux faire autre chose et gagner 1.5. Et sur Android, tu as aussi une app qui s'appelle Voice Reading, où tu peux t'inviter sur une page web et tu peux la partager vers Voice Reading et ça te la lit comme à l'instant tu le fais pour un page. C'est top. C'est vachement. Ça, c'est assez pratique. Oui, usage assez Voilà. Merci à vous.